Chapitre 2, ses ennemis intérieurs, peur, doute, ego et comment ils ont influencé ses choix. Les ombres de Prince, combat perdu, mais guerre non terminée. Le doute. La peur de l'échec. L'orgueil blessé. Ces ombres ont étouffé sa vision comme une brume qui assombrit la lumière. Imaginez un oiseau en plein vol, soudainement pris dans une tempête. L'oiseau lutte contre les rafales, contre le vent qui s'acharne à le faire plier. Cette tempête, ce n'était pas un concurrent, ce n'était pas le monde extérieur. C'était un cyclone mental, une force intérieure qui poussait Prince à douter de sa destination, à hésiter entre persévérer ou tout abandonner. Il a perdu la primeur du combat face à ses forces intérieures mais pas la guerre. À l'image d'un phénix renaissant de ses cendres, Prince apprend à se réarmer de l'intérieur, à reconstruire son empire non pas par la force, mais par la résilience. Les ombres de Prince, combat perdu, mais guerre non terminée. Dans ce deuxième chapitre, l'attention se porte sur les véritables ennemis de Prince, les fantômes intérieurs qui le hantent et guident ses choix. Alors que l'histoire de Digitata progresse, Prince réalise que ses échecs ne sont pas simplement des erreurs de parcours, ils sont les symptômes d'une lutte interne bien plus profonde. L'ennemi n'est pas le marché ou les concurrents, mais cette voix intérieure qui lui susurre à l'oreille qu'il n'est peut-être pas à la hauteur, qu'il risque de tout perdre. À ce stade, Prince est comme un guerrier sur un champ de bataille désert, face à un adversaire invisible. Ses propres insécurités, son besoin de validation, sa crainte d'être jugé insuffisant, toutes ses forces le guident vers des décisions qu'il regrettera ensuite. Imaginez un labyrinthe dont chaque couloir est une pensée, une angoisse, un souvenir de défaite. Il cherche à s'échapper, mais chaque choix qu'il fait semble le ramener à ses propres peurs. Ce chapitre fait émerger les ennemis intérieurs de Prince sous une forme presque tangible, son ego qui, parfois, le pousse à prendre des risques inutiles, son perfectionnisme qui le rend incapable d'accepter les erreurs, son besoin de reconnaissance qui le conduit à des compromis coûteux. Ses ennemis sont les ombres de sa réussite. Ils le détournent de son objectif initial, l'empêchant de voir l'ensemble de son rêve et l'enfermant dans un cycle de lutte perpétuelle. Pour le lecteur, ce chapitre sera une invitation à la réflexion personnelle. Combien de fois sommes-nous prisonniers de nos propres ombres ? Combien de fois sabotons-nous nos propres projets par peur, par orgueil, ou par besoin de validation ? À travers l'histoire de Prince, chacun pourra se reconnaître dans ces moments où l'on se retrouve en guerre contre soi-même, incapable de sortir du labyrinthe de ses propres angoisses. Les illusions de la réussite quand l'ambition devient poison. Après ses premiers échecs et la confrontation avec ses ennemis intérieurs, Prince semble avoir pris du recul, mais il est encore loin de la sérénité. Car à mesure que Digitata croît, de nouveaux pièges se tendent. Les premiers succès de son entreprise éveillent en lui un sentiment dangereux, la confiance absolue en son propre pouvoir. Son ambition renaît, plus intense et plus insidieuse, et avec elle, une nouvelle illusion, celle de la toute-puissance. Ce chapitre explore comment le succès, s'il n'est pas apprivoisé, peut devenir une drogue aussi addictive que dévastatrice, transformant l'ambition en un poison qui corrode l'esprit. Comme un conquérant ayant pris goût aux victoires, Prince ne veut plus seulement avancer, il veut dominer, imposer sa vision. Mais à mesure que son entreprise prospère, il ne voit pas que son jugement se brouille, qu'il s'entoure de flatteries, et que les louanges dont il s'enivre masquent des vérités qu'il préfère ignorer. Le piège de l'ego, se voir comme un dieu. Avec le succès, Prince commence à percevoir son image différemment. Il n'est plus simplement le fondateur de Digitata, il devient une figure centrale, presque mythique, dans son propre esprit. Tel un roi dans son palais, il se voit désormais au-dessus des autres, détaché des réalités qui l'entourent. L'humilité des débuts s'efface, remplacée par une arrogance subtile, insidieuse, qui le pousse à croire que ses décisions ne peuvent être remises en question. Prince n'a plus de conseillers, il a des sujets. Ceux qui osent encore exprimer une opinion contraire sont perçus comme des opposants. Dans cette quête de pouvoir absolu, il ne remarque pas que son entourage change. Les voix critiques se taisent, les avis honnêtes se raréfient, remplacés par un concert d'éloges et de flatteries. Mais cette musique n'est qu'un miroir trompeur, un jeu de lumière où le succès crée des reflets déformés, où Prince ne voit plus qu'une version idéalisée de lui-même. Comme Narcisse, il s'enivre de son propre reflet, ignorant que cette image parfaite n'est qu'un leurre. Et cette illusion, qu'il a lui-même construite, est prête à s'effondrer au moindre coup de vent. La dépendance au succès,
une course sans fin. Avec chaque nouveau contrat, chaque nouvelle victoire, Prince ressent une montée d'euphorie, une sensation de toute-puissance. Mais ce sentiment, loin de le combler, devient une dépendance. Chaque réussite est une dose qui le rassure brièvement, avant de laisser place à un besoin encore plus intense. Comme un athlète dopé, il cherche toujours de plus grands défis, des victoires plus éclatantes, sans voir que cette course effrénée le pousse au bord de l'abîme. Son ambition devient une obsession. Prince travaille jour et nuit, se surpassant sans cesse, ignorant les signes de fatigue, de stress et d'épuisement qui commencent à poindre. Pour lui, chaque minute de repos est une minute perdue, chaque moment d'hésitation est une faiblesse. Mais cette frénésie de succès agit comme un poison qui ronge ses nerfs et son esprit. La réussite, qu'il avait autrefois vue comme une fin en soi, est devenue une prison dont il ne peut plus se libérer. Le mirage de la reconnaissance, l'ennemi de l'ombre. Au fond de lui, Prince est en quête de reconnaissance, mais cette quête devient une autre illusion destructrice. Il veut prouver qu'il est le meilleur, qu'il est indispensable, que Digitata IT est sa création unique. Mais cette soif de reconnaissance ne vient pas seulement de son ambition, elle est nourrie par une insécurité plus profonde, une peur qu'il refuse d'admettre. La peur de n'être rien sans son entreprise, la peur que tout ce qu'il a construit ne soit qu'un château de cartes prêt à s'effondrer au moindre souffle. Comme un arbre qui, en quête de lumière, pousse sans cesse vers le ciel, il en oublie d'enraciner solidement ses bases. Sa quête de reconnaissance agit comme un mirage dans le désert, une vision de lui-même qu'il ne peut jamais atteindre pleinement. Chaque succès n'est qu'un pas de plus vers un horizon insaisissable, un horizon qui recule à mesure qu'il avance. La reconnaissance qu'il recherche le laisse insatiable, comme un assoiffé buvant de l'eau salée, plus avide à chaque gorgée. L'effondrement intérieur, quand l'illusion s'efface. Finalement, un événement inattendu fait voler en éclats cette illusion de contrôle, un projet majeur, destiné à asseoir définitivement la réputation de Digitata IT, échoue. Ce n'est pas une simple défaite, mais un revers colossal, un coup qui frappe l'orgueil de Prince au cœur. Soudain, le miroir se brise, et il se retrouve face à une réalité qu'il a longtemps niée. L'échec lui renvoie une image de lui-même qu'il refuse de voir, celle d'un homme vulnérable, qui a commis des erreurs, qui s'est laissé emporter par ses propres illusions. Cet échec est une véritable déchirure, un moment de vérité brutale et implacable. Prince est comme un architecte contemplant les ruines de son propre édifice, un chef d'orchestre soudainement confronté au silence après l'effondrement de son œuvre. Il est submergé par un sentiment de perte, de vide, comme s'il voyait Digitata IT, sa création, s'éloigner de lui. Sa vision s'obscurcit, non plus à cause de son ambition, mais de cette nouvelle peur qui naît en lui, celle d'être oublié, d'avoir échoué non seulement aux yeux des autres, mais surtout aux siens. La descente dans les ténèbres, le choix de l'abandon ou de la résilience. Cet échec plonge Prince dans une profonde remise en question. Il réalise qu'il ne peut plus se cacher derrière son entreprise, qu'il ne peut plus ignorer ses faiblesses. Il est au bord de l'abandon, à deux doigts de renoncer à tout, car cet échec a ravagé les fondations mêmes de sa confiance en lui. C'est un moment sombre, où il se sent trahi par lui-même, comme si tout son chemin jusqu'ici n'avait été qu'une illusion, un rêve qui s'est dissipé avec le premier souffle de vent. Cependant, ce moment de faiblesse est aussi l'aube d'une transformation. Face à ses erreurs, face à la trahison de ses propres illusions, il voit une opportunité d'évoluer. Car au-delà de cette illusion, de ce masque de réussite qu'il avait porté, il découvre qu'il lui reste quelque chose de précieux, sa capacité à apprendre, à se redéfinir. L'échec n'est plus un ennemi à combattre, mais un allié inattendu qui le pousse à regarder en lui-même avec plus de sincérité. La leçon du chapitre 2, l'acceptation des limites humaines. Ce chapitre se termine sur une note d'acceptation. Prince comprend que son ambition, bien qu'essentielle, doit être maîtrisée, qu'elle ne doit pas devenir un poison mais un guide. Il réalise que sa quête de reconnaissance n'est pas un signe de faiblesse, mais une partie intégrante de son humanité. Accepter cet aspect de lui-même lui permet d'apaiser la peur de l'échec, de l'inconnu, et de trouver un équilibre. Ainsi, ce chapitre montre comment Prince transforme son échec en une force. En reconnaissant ses limites et en acceptant ses faiblesses, il devient plus fort. Il n'est plus seulement le créateur de Digitata IT, il devient le créateur de sa propre résilience, une force intérieure qui lui permet de continuer malgré les revers. Cette résilience,
acquise au prix de l'illusion brisée, sera la clé pour la suite de son parcours. Conclusion de la première partie. Prince n'a pas perdu la guerre, même s'il a perdu des batailles contre ses ennemis intérieurs. Il est encore là, debout, mais transformé. Cette partie pose une question fondamentale pour la suite: comment un homme peut-il, en apprenant à identifier et à maîtriser ses ennemis intérieurs, retrouver son cap? Cette question trouvera son écho dans la deuxième partie, qui portera le regard sur la société, et montrera que ce qui se passe à l'échelle individuelle se reproduit souvent à l'échelle collective.